On passe à notre conférence suivante avec Monsieur Bong qui va nous parler notamment pour les personnes âgées de la prévention des chutes, particulièrement à domicile, pour pouvoir rester notamment autonome. Bienvenue parmi nous. Est-ce que vous pouvez, Monsieur Bong, vous présenter en quelques mots et votre rôle au sein du CETAF, qui est le Centre technique d'appui à la formation? Bonjour à tous, donc je suis bienvenu Bongué, je suis au CETAF depuis une vingtaine d'années, je suis coordinateur de projet. Pour ceux qui ne savent pas, le CETAF c'est le Centre technique d'appui et de formation, donc c'est une structure qui accompagne, qui anime l'ensemble du réseau des centres d'examen de santé de l'assurance maladie. Donc il y en a 110 en France, donc c'est pour cette structure que je travaille et qui est une structure qui est à Saint-Étienne depuis une vingtaine d'années. Donc, elle anime le réseau des centres d'examen de santé de l'assurance maladie. Et qui vient donc en appui de l'assurance maladie. Voilà, effectivement, donc parmi les différentes thématiques que nous développons, aujourd'hui, je suis chargé de vous parler de comment prévenir les chutes chez les personnes âgées, bien évidemment. Vous verrez que je suis aussi professeur associé à l'université Jean Monnet, où je suis le responsable, c'est-à-dire le directeur de la chaire santé des aînés. Donc voilà, donc on pourra parler des chutes, mais si tout à l'heure vous avez d'autres choses, on pourra en parler si le temps nous le permet. Très bien. Ben écoutez, on va déjà se focaliser sur les chutes et notamment prévenir les chutes. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole et je reviens, comme d'habitude, en fin de propos pour pouvoir échanger avec le public et poser des questions. Ok. La première des choses que je voulais dire, c'est qu'est-ce que c'est qu'une chute? Bien évidemment, on a toujours tendance à confondre deux choses, la chute accidentelle et la chute qui peut être liée à une pathologie. Ce dont on va parler aujourd'hui essentiellement, ça va être la chute accidentelle, sachant que pour une chute qui est par exemple spécifique liée à une pathologie, ça va plutôt être, la réponse va être la réponse à la maladie et non la réponse à l'organisation qu'on doit mettre sur pied. Donc aujourd'hui, ce dont je vais parler, c'est une chute, c'est-à-dire le fait de se retrouver certes au sol, mais suite à un événement. Par exemple, si je me retrouve en dessous, même si je mets la main tout au sol, je suis tombé. Ce n'est pas parce que je ne suis pas arrivé au sol, mais je peux me fracturer le poignet. J'ai des amis ici ou des parents qui, effectivement, sans totalement arriver au sol, se sont fracturés le poignet. Donc, effectivement, la chute, c'est juste de perdre le niveau, y compris passer d'un niveau inférieur par rapport à l'autre. La deuxième des choses que je voudrais vous dire aussi, c'est finalement pourquoi on chute. On va chuter parce qu'on va avoir un ensemble de comportements. Donc là, c'est très rapidement, on va avoir les facteurs liés à la personne. Chacun de nous est individuel, donc je vais avoir les troubles de l'équilibre, je peux avoir une pathologie chronique, je peux avoir une pathologie aiguë. Donc c'est ce qu'on va appeler les facteurs liés à la personne. Je vais chuter pour ces raisons-là. L'autre chose qui va me faire chuter, c'est mon environnement. Comment est constitué mon environnement? Est-ce qu'il y a, par exemple, je ne vais pas parler ici des détails, mais qu'est-ce qu'il y a autour de moi qui peut faire en sorte que je chute? Par exemple, là, vous voyez, j'ai une petite différence. Mais ce n'est pas très dangereux parce qu'ils se sont organisés pour que les gens ne s'y prennent pas. Donc, l'environnement que je vais avoir peut être un facteur de risque de chute. Et puis, il y a mon comportement. Et ça, c'est quelque chose de très important. On ne se voit pas, je ne vais pas dire vieillir, mais on ne se voit pas prendre de l'âge, on ne se voit pas perdre ses forces. Et dans le comportement, on va comme ça maintenir les habitudes qu'on avait. Et tout à l'heure, j'échangeais avec une jeune fille qui vit avec sa mamie et je lui disais, tu ne peux pas empêcher à ta mamie de monter sur l'escabeau pour récupérer les casseroles. Ah non, c'est sa maison. Donc, elle ne se voit pas en danger parce qu'elle y a toujours vécu. C'est elle-même qui a chaque fois mis ses ustensiles au-dessus. Malheureusement, en prenant de l'âge, on perd un peu de force et donc, il peut arriver qu'en cas de chute, que par exemple, la récupération ne soit plus la même. Donc, il y a trois grandes familles trois grandes organisations, ou je dis facteurs de risque qui peuvent permettre de chuter, c'est-à-dire le comportement, l'environnement et effectivement la personne elle-même. Alors, quel est le lien entre la chute et l'autonomie? Pour ceux qui sont un peu âgés ici, mais même pas quand on est âgé, il faut savoir que la chute est l'une des principales causes de la perte d'autonomie. Donc, dans la plupart des cas, en cas de chute, suite à une fracture, le retour n'est plus case-maison. Très, très souvent, c'est case-maison de retraite. Moi, je sais que c'est quelque chose que personne de nous ici ne souhaiterait avoir parce que j'ai
construit ma maison, j'ai vécu dans ma maison, j'ai élevé mes enfants dans la maison, je n'ai pas envie d'y partir. Donc, il est très important qu'on sache que le lien entre la chute et la perte d'autonomie, c'est déjà que la chute, les études ont montré que c'est l'un des facteurs, c'est la principale cause de l'entrée dans les résidences d'autonomie. Donc, l'autre lien entre la chute et la perte d'autonomie, c'est que pour prévenir les chutes, c'est l'activité physique. L'activité physique est l'action la plus efficace pour prévenir les chutes. Mais seulement si je veux prévenir l'autonomie, le lien étant entre la chute et l'autonomie, si je préviens la chute, j'ai pu prévenir la perte d'autonomie. Et donc, par conséquence, l'action la plus efficace, c'est finalement l'activité physique. Donc, voilà le lien que je fais entre la chute, l'activité physique et la perte d'autonomie. Donc, il y a là quelques chiffres, mais que vous connaissez tous et que j'ai pas besoin de vous les rappeler. À plus de une personne sur 3 à partir de 65 ans chute au cours des 12 derniers mois. Donc, en revanche, c'est pas sur l'année. Donc, et en revanche, la chute, c'est pas une fatalité. Donc, si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'il faut qu'on s'organise. On peut mettre sur pied des choses pour, pas qu'elles n'arrivent pas, mais pour faire en sorte qu'elle arrive le plus tard possible. Et comme je dis toujours, la prévention, c'est soigner un risque. Ce n'est pas une maladie, c'est soigner la probabilité de survenir d'un événement. Quand je dis probabilité, c'est comment je fais faire pour que l'événement-là n'arrive pas. Ou alors, s'il arrive, qu'il arrive le plus tard possible. Ou alors, s'il arrive, je suis préparé à ce que les effets soient moins néfastes. Donc, il y a donc tout ce que nous allons dire tout à l'heure tient sur le fait que la chute n'est pas une fatalité, donc il y a plusieurs façons d'intervenir. Alors pour intervenir, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'action la plus efficace, c'est l'activité physique. L'intervention dépend. Soit vous avez un problème au niveau des facteurs de risque sur vous-même, donc on va arriver si c'est la pathologie, soit c'est l'environnement, soit c'est toute autre chose. De toute façon, la réponse est personnalisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme ça, on va dire qu'on va faire un programme de prévention, mais derrière le mot programme de prévention, il y a des interventions collectives, des interventions individuelles et des interventions territoriales. Et vous allez voir, je vais vous présenter quelques exemples de ce qu'on fait. Alors, bien évidemment, hein, quand on va prévenir la chute, quand on va bien vieillir, on va rester le plus longtemps chez soi. Ça, c'est ce que moi, j'ai envie de faire. De toute façon, moi, j'ai dit à mes enfants, j'espère que vous n'allez jamais me convoquer à cette fameuse réunion pour me dire que, bon, coucou papa, on voit que tu ne peux plus vivre à la maison. Moi, je ne souhaite pas cette réunion-là. Donc, je souhaite bien vieillir, rester le plus longtemps chez moi et rester autonome. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais mettre sur pied des interventions. Alors, quand vous voulez mettre sur pied des interventions, il y a deux choses que vous pouvez faire. La première des choses, je vais vous présenter quelque chose que j'appelle un projet CASA. Et donc, vous voyez, ça, c'est ma partie universitaire, c'est ce projet, c'est celui-ci. C'est un projet que nous avons sur notre territoire. C'est un projet où on va, si on veut prévenir les chutes, si vous êtes le maire ou le conseiller municipal, ou alors vous êtes toute autre personne dans votre quartier, comment on peut faire? Ce qu'on fait, c'est très souvent, on va modifier le quartier. On va modifier l'environnement. Donc, tout ce qu'on va faire dans le projet CASA, dans ce projet-là, tout ce qu'on va faire dans ce projet, c'est de créer la mobilité active. Donc, ça, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de la mairie, d'organiser, de nous faire vivre dans un environnement favorable à la santé. Et pour créer un environnement favorable, donc on va créer un environnement où nous pouvons faire l'activité physique et où on va réduire le risque. Donc, ce projet-là, qui est le projet CASA, bon, là, c'est la théorie, hein, c'est voilà, créer un environnement favorable à la santé qui permet de rester le plus longtemps possible. Ça, c'est ce qu'on dit à l'université. Et puis, donc, on va, pour le faire, pour ce projet-là, on a identifié les besoins. On a identifié les besoins, donc on va demander aux habitants, on va aller dans le quartier, on va regarder, et puis on va identifier des solutions. Il n'y a jamais de solution miracle, donc il faut toujours venir voir les habitants, regarder, analyser le quartier, voir les besoins et co-construire comment on peut aménager ce quartier. Et donc,
Et donc, on va implémenter et puis après, il faut toujours évaluer. Donc, ce n'est pas parce que j'ai fait des modifications dans le quartier et j'ai quelqu'un qui a chuté récemment. Parce que effectivement, vous voyez, il y a des rampes, il y a des aménagements dans la ville chaque fois. Mais il faut que les habitants, si ça ne fonctionne pas, informent la mairie pour dire attention, le passage clouté que vous avez mis n'est pas approprié. En fait, c'est ça. Donc, l'évaluation sert effectivement à cela pour que chaque fois, il y ait ces allers-retours entre les décideurs dans le cas présent. Donc après, il y a l'évaluation. Donc on a fait ce qu'on appelle une recherche. Donc le projet en question, c'est un projet que nous portons avec Aliad Habitat. Donc c'est la résidence Bara, vous connaissez, c'est pas très loin d'ici. Donc c'est la résidence Brandebourg. Donc c'est pas très loin d'ici, c'est un quartier, c'est un aménagement du territoire. Donc dans ce projet-là, avec Aliad Habitat et l'université Jean Monnet, nous essayons de modifier le quartier, modifier les arrêts bus pour que les gens se déplacent, qu'ils aient envie de marcher dans le quartier, qui traversent, parce que le casino est de l'autre côté pour aller faire les courses. Donc, effectivement, il y a un aménagement, de voir si on peut mettre une association, et puis vous verrez tout ce qui va être fait dans cet environnement-là. Donc, on va créer un jardin partagé pour qu'il y ait ce qu'on appelle de l'intergénérationnel entre les jeunes et les aînés vivant dans le quartier. Mais dans ce jardin-là, les plantes qu'on va cultiver, on va faire en sorte qu'il y ait un jeu et qu'il y ait des équipes, pas des familles, des équipes entre un aîné, un collégien, un élève, un enfant de l'école primaire, et ils vont constituer une équipe pour arroser les fleurs, et à la fin, on va peser l'équipe qui a gagné. Et donc, ça permet aux personnes âgées, aux papis qui est dans l'immeuble, de rester dans son quartier, parce que ce quartier-là, c'est les années 70. Et il y a des gens qui sont locataires depuis 1970 et qui y sont et qui n'ont pas envie de partir. Ils n'ont pas envie de partir. Donc, il faut qu'ils restent et qu'ils vivent avec les jeunes. Autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va aménager l'extérieur. Et on va aménager l'extérieur pour qu'il y ait des agrès, pour faire de l'activité physique. Mais les agrès ne doivent pas être spécifiques aux jeunes ou aux enfants, sinon les enfants vont squatter et les parents n'auront pas la place. Donc, il faut les agrès qui vont favoriser l'activité physique entre les jeunes, les parents et les aînés. Donc, il y a cet aménagement extérieur qui sera fait. Et puis, on va aussi faire, ça c'est du classique, l'aménagement du logement. Donc, les aînés qui vivent dans ces résidences-là, on va faire des aménagements. Mais il y a un problème important dans ces immeubles. Conçus dans les années 70, on n'arrive pas, il y a le problème d'insonorisation. Donc, c'est très compliqué. Et donc, on a travaillé avec une entreprise qui essaie de trouver des plaques pour protéger, pour diminuer le voisinage. Parce que là, quand on faisait l'enquête, il y a quelqu'un qui s'était plaint en disant « mais les jeunes, ils font trop de bruit ». Mais en fait, les jeunes qui faisaient le bruit, il y a deux choses. Qu'est-ce que c'est que le bruit? Le bruit, c'est un son que je ne connais pas. Si mon petit-fils écoute une belle chanson de Michel Sardou, même à très haut volume, ce n'est pas du bruit. Parce que la chanson, je la connais, elle me berce. Si par contre, il décide d'écouter un rap langoureux, pour moi, la mamie, c'est bim, bim, bim. Là, il fait du bruit. Mon neveu, il fait du bruit. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, on a essayé de travailler en entreprise pour faire des protections. Mais les protections qui sont choisies, mais là, à la fin, sur le temps, je vais vous les montrer. Ces protections-là, donc il y a des murs, mais à l'intérieur de la maison, vous pouvez faire de l'activité physique. Et il y a quelque chose que les gens font beaucoup aujourd'hui, et ça, je m'adresse aux hommes. Ils aiment la télécommande. OK? Non, et ils adorent tellement la télécommande que tout le monde aujourd'hui veut qu'ils aient des fenêtres avec des télécommandes pour lever les volets. Non, c'est pas bien. Comme il faut encourager les gens à faire l'activité physique, ce n'est pas mauvais, surtout pour les hommes, de quitter le canapé, c'est pas mauvais, hein, et d'aller, au lieu d'avoir, parce que quand on a la télécommande, alors, on regarde la télé, même pour ouvrir sa fenêtre, on n'a même plus le temps de se lever pour aller voir à l'extérieur. C'est plus facile, moi. Je baisse les volets, je lève les volets, et voilà. Donc, pour favoriser l'activité physique, on va comme ça, au lieu d'encourager les gens à mettre les volets automatiques, on va, non, il faut plutôt les modifier pour qu'ils soient moins durs. Et ça, c'est un autre travail. Mais aller faire son activité, se lever le matin, aller lever ses volets, c'est déjà de l'activité physique. Donc, on a regardé l'extérieur. On n'a même plus le temps d'aérer. Hein.
On peut ouvrir, et c'est ça, on n'a pas besoin, ce n'est pas les Jeux olympiques. L'activité physique, c'est se lever, ouvrir ses volets, regarder, peut-être aérer et revenir s'asseoir. Et ça, je le dis pour les hommes parce que, bon, on a aussi un grand-père qui a préféré, à un moment, tout zapper. Et je ne pense pas que ce soit la solution. Donc ça, c'est aussi important. Et puis, on va voir quelque chose que les élus n'aiment pas beaucoup, l'isolement social. Vous savez, en France, on peut tout payer quand c'est la mécanique. Donc, pour construire ce bâtiment, ils peuvent payer. Mais si vous leur dites qu'il faut payer des gens ici pour entretenir, ça ne les arrange pas. Hein, voilà. J'ai le droit de dire du mal d'eux. Voilà. C'est comme ça. Il y a toujours de l'argent pour le béton. Il y a de l'argent pour tout, sauf pour les humains. Malheureusement, les humains existent. Donc, ça, c'est la partie la plus difficile. C'est-à-dire que nous proposons que ce n'est pas parce qu'à l'IAD Habitat les HLM, il faut mettre le gardien, mais pas seulement le gardien, il faut mettre une personne pour entretenir le lien. Les humains ont besoin de vivre, de parler, de causer, d'être accompagnés et d'animer cela. Et donc ça, c'est l'une des parties où on a le plus négocié en disant non, il faut aussi des salariés. Il faut des personnes, des éducateurs qui sont là pour animer la vie de la cité. Et ce qui va favoriser pour lutter contre l'isolement et l'activité physique. Donc, voilà, c'est pas des choses compliquées. Deuxième chose qu'on va faire, donc ça, c'est juste un projet qu'on fait sur le territoire en lien avec l'université pour montrer comment la ville doit mettre des choses en place avec les bailleurs et les bailleurs sociaux surtout, pour dire que, parce que c'est très facile dans les quartiers des riches, on a ses amis là-bas, on va envoyer, on va tout aménager. Mais très souvent, les bailleurs sociaux peuvent se sentir, parce que ce n'est pas à eux de faire ça tout seul. On a besoin de la ville, on a besoin d'une vision plus large pour aménager et créer un environnement favorable. Donc, l'autre chose qu'on va faire, quand vous voulez prévenir les chutes, il y a l'autre chose qu'on peut faire. Et ça, c'est ce que nous faisons dans le cadre de notre activité au niveau de l'assurance maladie. C'est alors comment prévenir les chutes. Pour prévenir les chutes, il y a quelques années, j'ai développé ce qu'on appelle le score de risque de chute. Certains l'ont en main. C'est un outil qui va de 0 à 12 et qui va permettre de classer les personnes. Donc, en fonction de votre niveau du risque de chute, vous pouvez être risque faible si vous êtes entre 0 et 4. Et si vous êtes entre 4 et 6, vous êtes à risque modéré. Et entre 7 et 12, vous êtes à risque élevé. Donc, en fonction du niveau de risque, vous allez avoir ce qu'on appelle des interventions personnalisées ou alors ce qu'on appelle une intervention multifactorielle, non personnalisée, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les actions de groupe, mais qui sont portées par la MSA, la CARSAT, la JICACO, qui vont organiser les trucs. Mais l'essentiel, sachez que pour participer à un programme, vous devez être classé et en fonction du classement, on va faire quelque chose. Et là, c'est le verso, ça c'est le contenu. Mais tout à l'heure, si on a une minute, je vous dirai exactement les éléments qu'il y a dessus et qui permettent donc de prévenir à titre individuel cela. Donc, l'étape la plus importante, c'est le repérage. Comme nous sommes ici, si on avait du temps, on va repérer, on peut évaluer le niveau de risque des gens. Et en fonction du niveau de risque, on va construire un programme. La deuxième chose, c'est l'intervention. L'intervention, c'est finalement le programme. Qu'est-ce qu'à titre individuel, on peut faire pour moi pour prévenir la chute? C'est-à-dire que j'ai été évalué et il y a l'intervention. Donc, on va passer rapidement dessus, ce n'est pas ça qui est le plus important, mais sachez que voilà, il y a l'outil, il y a une partie administrative pour vous identifier, il y a les éléments qui permettent de calculer le score et en fonction, vous l'avez là. Là, c'est à peu près ce qu'on fait dans les centres d'examen de santé de l'assurance maladie. Donc, si vous êtes à risque faible, il y a un petit document qui vous est remis qui vous permet de maintenir votre vie, de ce qu'on appelle l'éducation en santé, c'est-à-dire que continuer, progresser, voilà. Vous avez ce petit livret qui peut vous accompagner pour prévenir les chutes. Quand vous êtes à risque modéré, en ce moment-là, il y a deux façons de voir le risque. Si vous avez les risques particuliers, on peut vous proposer les ateliers. Qui ici a déjà participé aux ateliers équilibre? Alors, les ateliers équilibre, c'est prévention des chutes. Qui a déjà participé aux ateliers prévention des chutes? Normalement, votre caisse de retraite
organise sur le territoire, très souvent, les ateliers prévention des chutes, qui sont des moments où vous allez, ces ateliers, c'est 10 à 12 séances, une fois par semaine, où vous pouvez participer à des ateliers. Et là, on va vous apprendre à vous lever, on va vous apprendre à faire des choses. Vous allez travailler sur les médicaments parce qu'ils ont ce qu'on appelle des capsules. Donc, les caisses de retraite l'organisent. Là, il y a un stand de la MSA. Hein, c'est pas la MSA organise aussi des ateliers sur le territoire. Mais ne vous inquiétez pas, que vous soyez régime général ou MSA ou tout autre régime. Normalement, il y a ce qu'on appelle l'interbranche qui permet, quel que soit votre régime, de participer aux ateliers de l'un ou l'autre partenaire. Donc, vous allez soit aller vers les ateliers, et si vous n'êtes pas motivé, on va discuter, on va essayer de vous expliquer l'intérêt de participer, ou alors, si vous acceptez, vous allez participer. Normalement, dans notre ville, à Saint-Étienne aussi, il y a les ateliers activités physiques, ateliers qui sont organisés aussi par le CCAS. Donc, normalement, autour du territoire, ce qui manque, mais ça, je sais qu'on y travaille depuis beaucoup d'années, c'est l'information. Souvent, on n'arrive pas aujourd'hui à suffisamment informer les gens sur les ateliers prévention des chutes existants sur leur territoire. L'autre chose qui va être faite, c'est ce que je disais, une intervention multifactorielle personnalisée. Ici, en fonction du facteur de risque. Si, par exemple, on a dit que vous êtes à risque de chute parce que vous prenez trop de risques. Parmi les risques, par exemple, j'ai une hypotension orthostatique. Quand j'ai une hypotension orthostatique, là, je vais m'adresser aux femmes. Comme ma mère, elle était toujours une femme d'appoint. Donc, elle a pris de l'âge, elle ne l'a pas compris. Donc, normalement, quand vous avez l'hypotension orthostatique, il y a deux sources. Soit elle est liée à une pathologie, et là, vous êtes pris en charge, mais elle peut aussi être liée à un médicament, à l'effet indésirable d'un médicament. Donc, si c'est l'effet indésirable d'un médicament, en ce moment-là, vous serez pris en charge aussi par votre médecin traitant. Mais attention, indépendamment de ça, vous pouvez aussi avoir, dans le cas espèce, vous pouvez aussi avoir une hypotension qui n'est pas liée à la maladie. Et en ce moment-là, c'est le comportement que vous devez changer. C'est-à-dire, je m'élève, je prends 2 minutes avant de partir. Oui, je n'ai plus mes 20 ans, je n'ai plus mes 25 ans. Donc, oui, parce que, bon, tous les jours, j'ai été actif, donc je vais... Non. En ce moment-là, vous voyez, l'hypotension orthostatique, si votre risque de chute, donc, ça va être une réponse. Si c'est lié aux médicaments, de la même façon, vous allez avoir, effectivement, le médecin. Aujourd'hui, on vous demande souvent d'aller voir, hein, quand on consomme 5-6 médicaments pour une personne âgée, ce n'est pas beaucoup, hein. Quand une personne consomme 5-6 médicaments pour une personne âgée, en France, elle est en santé. OK, voilà. Donc, mais si vous en avez plus ou bien vous êtes inquiet, vous pouvez en parler à votre pharmacien qui va réduire votre ordonnance. Donc, à peu près, voilà des choses. Mais il y a des petites choses comme ça qui peuvent être faites, mais qui vont être faites ici, en lien avec votre médecin. Et puis, si vous êtes à risque élevé, mais très souvent, ici, c'est à peu près 7% pour les personnes venues dans les centres d'examen santé. Et si c'est les personnes âgées vivant à domicile, moyenne d'âge 83 ans, c'est à peu près une vingtaine de 20%. Donc, si vous êtes à risque élevé et que vous êtes là-bas, dans cette situation-là, on vous conseille de voir votre médecin traitant et très souvent le gériatre qui va faire ce qu'on appelle une évaluation gériatrique standardisée. Donc, c'est une consultation qu'on fait au service de prévention. Même ici, là, avec le professeur Thomas Sellarié, normalement, vous allez dans le service de Thomas. Et normalement, c'est une demi-journée. Et là, il vous fait une intervention personnalisée. Et puis, à la fin, il vous fait une prescription pour le risque de chute. Donc, voilà le tableau que j'avais, hein. Mais si vous voulez, on dira quelque chose tout à l'heure. Donc, trouble de l'urine, trouble visuel, trouble de l'équilibre, hypotension orthostatique, ostéoporose, dénutrition. Voilà à peu près l'ensemble des facteurs pour lesquels on peut travailler, discuter, échanger. Et quand c'est personnalisé à ce moment-là, effectivement, en fonction du problème que vous avez, on va travailler plutôt, on va construire votre projet de prévention des risques de chute à partir de ces éléments-là. Donc, chaque fois, l'opérationnel que vous avez, il va cocher la case. Par exemple, ici, les troubles urinaires. Ce n'est pas grave. Quand vous avez votre mari, vous allez allumer, ne vous inquiétez pas. Il a été grognon toute la vie, il va grogner un peu, ce n'est pas grave. Quand on s'élève la nuit, on allume.
Voilà, c'est pas parce que je connais, je sais, non, on allume. Donc, il va respecter un peu, mais il l'a toujours fait, hein, vous l'avez gardé 30 ans, donc voilà. Donc, vous voyez, les troubles urinaires, on va s'élever, voilà. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça simples, hein. Donc, vous allez prendre le risque de vous déplacer dans votre maison dans l'obscurité. Donc, vraiment, c'est vraiment très, très important. Donc, pour conclure, hein, parce qu'il faut quand même qu'on ait quelques questions, pour conclure, c'est que pour prévenir les chutes, il faut diminuer les risques. Et vous avez vu qu'il y a un tableau spécifique dont les risques vont être individuels. Il faut diminuer les risques. Deuxième chose, il faut faire l'activité physique. Et pour faire l'activité physique, soit c'est la mobilité active, c'est-à-dire on crée un environnement favorable à la prévention, soit c'est les ateliers qui sont organisés par les structures, y compris votre caisse de retraite, la MSA, ou bien l'inter-régime. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bonguet, pour ces explications. Bon, donc vous l'aurez compris, c'est un peu le fil rouge de cette journée. Il faut faire de l'activité physique, hein, finalement. Alors justement, en parlant d'activité physique, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais pouvoir me déplacer et faire mon activité physique personnelle. Bon, par contre, j'ai bien noté quelque chose, hein, on n'hésite pas à éclairer la nuit, hein, pour prévenir des chutes. Hein. Moi, ça va être Versailles en pleine nuit, mais bon, comme ça permet de diminuer les chutes. Une question, monsieur, j'arrive jusqu'à vous. Je fais... Ça marche. Je fais de l'hypotension orthostatique. Comment faire pour la diminuer et la prévenir? Alors, c'est ce que je disais. Pourquoi vous faites l'hypotension orthostatique? Je ne sais pas. Je suis sous médicaments qui doivent me provoquer ceci. Voilà. Donc, si l'hypotension orthostatique est liée aux médicaments, parlez-en à votre pharmacien. Et il y a ce qu'aujourd'hui, l'assurance maladie rembourse ce qu'on appelle, c'est une consultation faite par les pharmaciens, mais vous devez prendre rendez-vous chez le pharmacien. Et en ce moment-là, il va faire ce qu'on appelle un bilan de médication, hein, qui est un moment où c'est un rendez-vous pris parce qu'il va s'asseoir, vous allez regarder les médicaments et il va identifier, normalement, ce qu'on appelle la pharmacovigilance, il va identifier la source, et si elle est médicamenteuse, soit le médicament est important, le maintien, mais vous êtes informé, en ce moment-là, vous devez changer de comportement tant que vous êtes sur ce traitement-là. Soit si le traitement, il peut le changer, si il constate que s'il a une autre alternative qui pourra le faire. Mais de toute façon, c'est le médecin traitant en lien avec votre pharmacien qui peut dire si la source de l'hypotension en question est médicamenteuse, et si c'est la source, en ce moment-là, la décision est prise par votre médecin traitant, mais je pense qu'il faut lui en parler et sûrement il prendra la bonne décision. Merci pour cette réponse. J'ai une deuxième question. Merci. Oui, très jeune, j'ai fait du judo, j'ai appris à chuter et je me suis jamais fait mal en tombant. J'ai eu des chutes de poteau, tout ça. Je suis même une fois tombé du 2e étage, je me suis assommé et je me suis réveillé, mais je ne m'étais rien cassé. Je comprends. Pourquoi vous n'apprenez pas aux gens à chuter? Il n'y a pas d'âge pour ça. Hein. Alors, ceci a été réalisé par un professionnel. Ne tentez pas l'expérience chez vous. Voilà. Non, rassurez-vous, pas qu'on n'apprend pas aux gens à tomber. N'oubliez jamais que depuis que vous êtes né, vous étiez enfant, vous avez appris à marcher, à ramper, à marcher. Vous vous êtes habitué à faire du sport, à tomber. En revanche, donc on est tous préparés plus ou moins. Mais en fonction de l'âge, on perd de la plasticité. Et en ce moment-là, on peut... quand vous mettez la main, c'est le poignet qui va se casser. Mais vous avez fait votre mieux. Donc, le problème, c'est de diminuer les risques. En revanche, lors des ateliers, on apprend à se relever. Alors là, c'est plus important. On apprend à se relever après une chute. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie des modules. Mais il y a aussi, en fonction de l'environnement, comment vous vivez, je sais que les aînés n'aiment pas beaucoup ça, mais il y a tous les petits outils d'alerte, d'alarme qu'il faut avoir. C'est pas mauvais d'avoir un petit outil qui peut vous permettre d'alerter votre fils. Je sais que les parents n'aiment pas stresser leurs enfants en disant « ces petites choses-là, elles signalent mon fils, je veux le laisser travailler ». Non. Vraiment, lors des ateliers, par exemple, prévention des chutes, il y a un module spécifique dédié à cela qui apprend au moins à se relever.
avec le micro ouvert, ça fonctionne mieux. Merci pour ces explications. Nous arrivons au bout du temps. Nous pouvons l'applaudir. Monsieur Bonguet, donc du CETAF, le Centre technique d'appui à la formation. Merci.